commencer le webinaire et on va commencer à enregistrer. Donc voilà, bonjour à tous, bonjour à Monsieur Didier Kling qui est parmi nous aujourd'hui et qu'on est très heureux d'accueillir dans ce webinaire X Sursaut sur la relance dans cette crise sanitaire du Covid. Je vais commencer par vous présenter Monsieur Kling rapidement, mais il y a un long parcours. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, donc on sait que c'est un acteur essentiel du développement économique de la région Île-de-France, donc pas des moindres. Vous occupez ce poste depuis décembre 2016, après d'autres postes au sein de la CCI. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'une maîtrise de droit, puis d'un diplôme d'expert comptable. Et d'ailleurs, vous êtes président du cabinet Didier Kling et associé, cabinet d'expertise comptable que vous avez créé en 1979. Voilà. Plein d'activités qui sont surtout sur l'activité économique et des entreprises. Côté logistique pour les participants, pour le webinaire, les participants peuvent poser leurs questions via le chat, ou demander la parole en utilisant la fonction lever la main de Zoom. Donc, cher Didier Kling, vous allez donc pouvoir nous parler maintenant, si ça vous convient, d'abord des actualités de la CCI en Île-de-France, puis de l'impact de cette crise sur la CCI et les entreprises franciliennes, bien sûr. Vous allez enfin nous présenter les perspectives des entreprises en Île-de-France, notamment à l'aune de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de relance. Voilà, c'est à vous pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. C'est beaucoup de sujets importants. En 20 minutes, c'est très court, mais ce sera ensuite le libre jeu des questions-réponses qui permettront éventuellement d'approfondir tel ou tel aspect que j'aurais négligé ou survolé exagérément. Peut-être un mot avant tout de présentation de ce qu'est en quelques mots la CCI. On connaît un peu Chambre de commerce. On ne sait pas exactement, je pense que c'est un animal assez curieux. Un animal assez curieux pour, je dirais, deux raisons. D'abord, dans sa composition et ensuite dans ses missions. Dans sa composition, la Chambre de commerce, c'est un établissement public d'État, mais c'est un établissement public d'État qui est animé par des chefs d'entreprise qui sont élus. Et ils sont élus par qui? La Chambre de commerce que je représente, c'est la Chambre de commerce de la région Paris-Île-de-France, qui représente de droit les 840 000 entreprises d'Île-de-France. Donc, ce ne sont pas des adhérents, ce sont des ressortissants, si le mot n'est pas choquant, qui sont membres de droit. Ils ne le savent pas toujours, mais en tout cas, ce qu'ils doivent savoir, c'est d'une part qu'ils paient une cotisation, une taxe pour frais de chambre, même si le montant est très faible, mais multiplié par 845 000, ça fait quelques montants, et qu'ensuite, parce qu'ils payent, ils votent. Et donc, je suis élu à plusieurs degrés ensuite, mais nous sommes tous élus. Nous sommes au niveau régional 92 élus titulaires, 92 suppléants, et comme nous respectons parfaitement la règle de la parité, 92 hommes et 92 femmes. Ainsi est dirigée cette maison. Cette maison est importante parce que l'Île-de-France, c'est le premier bassin européen d'emploi. C'est 40% de la recherche française, c'est en gros un tiers du produit national brut de la France, c'est la première région industrielle, première destination touristique. Deuxième élément de particularité de cette maison, c'est dans nos activités. Nous avons en fait 4 missions, et ça va permettre d'arriver à la mission d'appui d'accompagnement en période de crise, comme nous la vivons. Il y a 2 missions qui sont inscrites dans la loi d'origine. La Chambre de Paris-Île-de-France, elle existe, pas exactement sous la même configuration, mais elle a été créée par Napoléon Ier, 1804, après que des chambres aient déjà existé sous d'autres formes juridiques au Moyen-Âge. Mais la forme juridique institutionnelle actuelle, c'est 1804, même s'il y a eu d'assez nombreuses réformes depuis. Elle regroupe donc les 8 départements franciliens, avec une chambre par département. Le statut n'est pas exactement le même selon les départements, mais c'est une chambre par département. On peut dire que pour 6 départements sur 8, ce sont des chambres qui n'ont pas la personnalité morale. Les 2 autres l'ont, mais pour autant, c'est toujours la chambre de région qui a l'ensemble de la ressource fiscale et qui a l'ensemble du personnel et qui les met à disposition pour les actions de terrain, notamment les actions d'appui, d'accompagnement auprès des entreprises, en fonction de la stratégie qui a été arrêtée au niveau national. La première mission, c'est donc une mission d'appui et d'accompagnement. C'est une mission de service public qui est payée par la taxe pour frais de chambre, payée par
par les entreprises de notre ressort francilien. La deuxième mission, c'est une mission d'étude. C'est une mission qui nous conduit à réunir des chefs d'entreprise accompagnés par les équipes très pointues de la maison et qui nous permet de prendre des positions sur un tas de sujets, des positions françaises, européennes, sur des sujets aussi variés que pensez-vous de l'ouverture des commerces le dimanche ou que pensez-vous de la transposition d'une directive européenne sur les fusions transfrontalières. Donc, la gamme est grande, elle intéresse tous les sujets qui ont trait à l'activité économique des entreprises. La troisième et la quatrième mission sont des missions qui ont été créées spontanément par la Chambre de commerce au fil du temps. La troisième mission, c'est une mission d'enseignement. Aujourd'hui, c'est 19 écoles, plus 3 écoles à l'étranger, en Afrique du Sud, au Vietnam et au Liban. 19 écoles qui couvrent des domaines très variés. Donc, ce sont les 3 grandes écoles de management françaises, HEC, ESCP et l'ESSEC, mais c'est aussi une école de restauration, de gastronomie, Ferrandi. Si vous aimez la bonne cuisine, beaucoup de grands cuisiniers sont passés par cette école. C'est une école de l'image, l'école des Gobelins pour les dessins animés, c'est l'IPSICA pour l'école de parfum, donc des domaines qui sont extrêmement variés. C'est une école d'ingénieurs, l'ESSIE et l'ITESIA qui forment notamment au Coding Factory et aux nouvelles technologies. Donc des domaines très variés. Nous formons chaque année environ un peu plus de 60 000 personnes et parmi lesquelles 15 000 apprentis, un peu plus cette année à la suite de la réforme de Mme Muriel Pénicaud de septembre 2018. Et la dernière activité, qui est une activité qui est dans le champ totalement concurrentiel, c'est une activité qui intéresse la filière congrès et salon. De quoi s'agit-il? Il s'agit indépendamment de la propriété éventuelle de sites. Il s'agit d'animer des sites, 10 grands sites parisiens, depuis Villepinte, le Bourget, la Porte Maillot, la Porte Versailles, le Carré du Louvre, etc. Et il s'agit, dans une autre filiale dédiée, d'animer, d'exploiter des congrès et des salons. Alors, il y a des salons grand public ou des manifestations grand public, comme la Foire de Paris ou le Salon de l'Agriculture, dont vous avez vu qu'il était reporté, mais ce sont aussi des salons très professionnels, donc un grand nombre de manifestations qui aujourd'hui sont un peu en difficulté compte tenu de la crise sanitaire. Le budget de la maison établissement public, c'est 450 millions, à quoi s'ajoute le chiffre d'affaires dans les différentes entités dont nous avons la responsabilité. Par exemple, l'activité congrès-salon, ce n'est que du chiffre d'affaires, il n'y a aucune ressource fiscale. Et dans les écoles, par contre, il y a peu de ressources fiscales aujourd'hui. Par contre, il y a surtout les droits d'inscription qui sont payés par les élèves pour l'enseignement qui leur est dispensé. Voilà donc sur la présentation de cette maison qui a eu des activités assez riches, qui sont un peu perturbées, évidemment, comme toute activité économique, par la crise que nous connaissons. Mais pour autant, en ce qui concerne les entreprises qui sont dans notre territoire, la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on peut les aider à traverser une période difficile. Juste un mot à l'occasion de cette crise. Alors, je parle devant des économistes, donc je serai très, très prudent. Je n'en suis pas. Je suis juste un observateur et éventuellement un acteur économique. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas une crise économique pour nous. C'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques, mais ce n'est pas une crise économique. On est habitué à avoir tous les 10 ans, d'après les cycles économiques, une crise plus ou moins importante. Là, on a une crise sanitaire, c'est-à-dire que l'impact économique, il est totalement artificiel. Ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas une bulle comme il arrive souvent, ce n'est pas le cas. C'est les États de la planète qui ont dit on arrête l'activité économique. Et donc notre problème est d'une nature très différente, il est de veiller à ce que l'outil de production ne soit pas abîmé à cette occasion pour que la machine puisse repartir aussi rapidement que possible, et il est de veiller à ce que la demande puisse s'exprimer. C'est très important parce que ça veut dire que si l'outil n'est pas cassé, mais plus la crise sera longue, plus l'outil pourra être endommagé, mais si l'outil n'est pas cassé, le redémarrage sera d'autant plus rapide. Si je regarde ce qui se passe dans le monde asiatique qui a redémarré, en particulier la Chine, je constate que nos amis chinois, ils sont repartis assez vite, avec un taux de croissance, on a eu le dernier chiffre, 4,9%. Ce n'est pas les taux de croissance auxquels on est habitué, on est plus proche de 6 ou 7%, mais si on avait ce taux, ce serait assez miraculeux, ce serait bien. Donc, ils ont réussi à gérer la crise dans les conditions qu'on connaît, mais qui soient telles que l'outil de production ne soit pas abîmé. Nous, aujourd'hui, on était au mois de septembre, on avait retrouvé un niveau d'activité économique
qui était de l'ordre de 85 à 90%. Pourquoi elle n'était pas à 100%? Pour deux raisons. La première, c'est le secteur touristique, et les voyages, la mobilité, donc tout ce qui est lié à aéroportuaire, production d'avions, les hôtels, les restaurants et l'événementiel. Et c'est ça qui explique une partie de la dégradation par rapport à la situation optimale. Et la deuxième difficulté, c'est le commerce extérieur, les exportations, qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau normal, qui sont un cran significatif en dessous. On était à moins 25%. On tente maintenant d'être vers les moins 20, moins 15, mais on est encore loin d'atteindre l'objectif. Mais l'objectif est difficile à atteindre parce qu'il y est notamment sur le commerce extérieur à l'exportation des avions. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, la mobilité étant atteinte, les exportations d'avions se font plus rares pendant une petite période que j'espère aussi rapide que possible, aussi courte que possible, avant de retrouver le chemin naturel. Donc je constate que l'appareil de production pour le moment n'est pas gravement endommagé, donc il devrait pouvoir redémarrer rapidement. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est l'incertitude, le manque de visibilité. Du côté de la demande souhaite pouvoir s'exprimer. On a bien vu dès la première phase de déconfinement que tout de suite, tout le monde s'est précipité pour retrouver l'acte de consommation et l'acte d'achat. Il y a depuis une dizaine de jours un petit peu d'inquiétude. Et donc, ça veut dire que la consommation est un peu freinée parce qu'il n'y a pas la confiance qui est nécessaire. Mais pour nous, et je m'arrêterai là sur l'analyse qu'on fait comme acteur économique, le plan de relance du gouvernement, les 100 milliards, les fameux 100 milliards, pour moi, ce n'est pas un plan de 100 milliards, c'est un plan de 200 milliards. On a bien vu que l'épargne qui était accumulée pendant cette période de non-consommation, qui est chiffrée selon les indicateurs entre 85 et 100 milliards, c'est de l'argent qui, pour le moment, est mis de côté pour faire face à des coups durs, à des périodes de chômage, de difficultés économiques. Mais sitôt qu'on retrouvera la confiance, alors cet argent il va pouvoir partir et revenir normalement dans le circuit de la consommation. Donc c'est ça qu'on vit aujourd'hui, donc c'est une période qui est difficile pour cette raison. Il y a des dégâts qui ont d'ores et déjà été commis, c'est vrai. Il y a des dégâts, on a vu que sur le seul premier semestre, on a perdu en Île-de-France 160 000 emplois. On a vu sur le deuxième trimestre, par le repli des exportations, 40% de moins d'exportations par rapport à la même période de l'année 2019. On a vu les baisses de trafic aérien, comprises entre 90 et 100% d'avril à juin, un repli de 68% en août. Ça reprenait normalement en septembre, et j'ai fait le point avec Aéroport de Paris récemment. Le mois de septembre et le mois d'octobre ne sont pas à la hauteur des espérances. On pensait avoir une tendance qui était plutôt favorable. Il y a un petit repli tout simplement parce que les différents États, devant la deuxième vague de pandémie, referment gentiment leurs frontières et que donc un certain nombre de moyens de transport se trouvent de ce fait perturbés. Je ne vous parle même pas de l'hôtellerie qui est gravement atteinte. La chute au deuxième trimestre de 2020 était de 92%. Le secteur du tourisme d'affaires est véritablement sacrifié sur cette période. Pour être clair, au mois de mars, lorsque nous avons fermé le salon de l'agriculture, un certain dimanche, nous attendions ce jour-là 60 000 personnes. L'intérêt de ce point de vue de la Chambre, vous l'avez bien compris, c'est qu'on est à la fois observateur de la vie économique, on répercute les difficultés rencontrées par nos ressortissants, et en même temps, on est acteur économique sur la filière congrès-salon. On a annulé ou reporté près de 260 salons et 400 congrès, 440 exactement, entre mars et décembre 2000. On attendait et on n'a pas pu recevoir 7 millions de visiteurs de salons et 400 000 congressistes. Pour avoir une idée de ce que représente ce secteur économique, les congrès-salons, c'est tous les ans, par les retombées économiques, environ 6 milliards d'euros pour les hôtels, les restaurants, les magasins, c'est-à-dire l'équivalent des Jeux Olympiques tous les ans. L'année, elle s'est arrêtée le 15 mars. Et on a bien compris qu'elle reprendrait pratiquement pas d'ici la fin de l'année. Les contrats qui sont signés par les entreprises à l'occasion des congrès et salons, c'est, d'après un audit extérieur, c'est plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On leur demande dans les 6 mois ensuite quelles sont les retombées que vous avez pu percevoir à l'occasion de votre présence sur les stands. 22 milliards d'euros.
C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui pour les entreprises de notre territoire. Dans la situation actuelle, notre mission de chambre, c'est donc d'aller au-devant des acteurs économiques et à la fois de leur demander aujourd'hui comment ils se portent et quel est le diagnostic auquel ils procèdent et en même temps comment on peut les aider. La dernière enquête qu'on a effectuée porte sur environ 2500 entreprises. Plus de la moitié de ces entreprises, 51%, nous ont dit il est clair qu'on ne retrouvera pas le niveau d'activité normal avant la moitié environ de l'année 2021, puisque la remontée, si remontée il y a, ne pourra se faire que très progressivement. On a seulement 20% des entreprises qui envisagent une baisse de leur effectif. Elles cherchent à garder les compétences et de ce point de vue, le plan qui était mis en place par les pouvoirs publics se révèle très opportun et très pertinent. Ils ont mis beaucoup d'argent, on ne va pas les décliner ici toutes les activités, mais le chômage partiel, les PGE et le Fonds de solidarité, pour reprendre les trois principaux têtes de chapitre, sont très puissants et très performants. On a des réunions toutes les semaines, aussi bien avec le conseil régional qu'avec la préfecture de région, pour faire le point sur les remontées d'informations et les ajustements qui paraissent utiles. On a néanmoins, dans certains secteurs, je pense notamment au café, hôtel, restaurant, on a 18% des acteurs économiques qui disent on envisage une cessation d'activité d'ici la fin de l'année. Les attentes de ces entreprises portent naturellement sur 4 éléments déterminants: le problème de trésorerie, le problème de l'emploi, ils ne veulent pas perdre les compétences et donc le chômage partiel permet de garder les entreprises à proximité. Quand est-ce qu'on pourra reprendre notre activité? Et ils ont aussi une préoccupation sur la transition numérique, donc on n'est pas très très loin de certains des sujets que vous pouvez imaginer. Les pouvoirs publics non seulement ont développé ces produits, et en même temps, il y a un système d'assistance et de veille qui est permanent. Donc j'ai en principe tous les jeudis après-midi réunion avec le préfet de région qui coordonne tous les services de l'État. J'ai réunion au moins une fois par semaine avec le conseil régional, et c'est souvent 2 fois, pour qu'on puisse faire remonter les informations éprouvées par les acteurs économiques et à la fois diffuser vis-à-vis d'eux tous les dispositifs qui intéressent ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, il y a près d'une entreprise sur 2 qui nous dit encore « J'ai entendu parler du plan de relance, mais je ne sais pas exactement ce dont il s'agit ». D'où l'intérêt pour nous d'être présents. Et les acteurs économiques qui connaissent ce plan nous disent en majorité ce plan répond à nos attentes, mais il y a des zones, des trous dans la raquette, comme on dit, et notre rôle, c'est précisément de le faire remonter. Nous prenons donc totalement notre part dans ce plan de relance par les différents échelons. Et ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics ont demandé au réseau consulaire dans son ensemble, et notamment à notre chambre, de les aider sur 4 volets précis, un 5e ayant été ajouté tout récemment. Les 4 volets sur lesquels on met l'accent, c'est d'une part l'industrie, avec notamment les problèmes de localisation éventuelle, c'est la transition numérique, c'est la transition écologique et c'est l'exportation. Et il y a un 5e volet qui vient d'être ajouté, qui intéresse les entreprises en difficulté. Je ne vais pas vous dire le détail, sauf s'il y a des questions particulières, mais ce que je peux dire par exemple, c'est qu'on s'est engagé sur l'industrie. Le ministère de l'économie, des finances et de la relance a identifié sur un plan national 30 000 entreprises industrielles qui méritent un dispositif d'appui. Sur ces 30 000, elles sont réparties par région. Pour notre part, nous avons 3 452 entreprises industrielles. On est allé à leur contact pour leur indiquer d'une part, voilà ce qui existe dans le plan de relance, voilà ce à quoi vous pouvez prétendre, et ensuite dites-nous quelles sont vos attentes, est-ce que ça répond à vos besoins? Et si ce n'est pas le cas, comment peut-on vous aider? C'est de même pour la transformation numérique. Nous avons dans notre feuille de route 200 000 entreprises à sensibiliser, la transformation écologique, c'est 200 000 entreprises à sensibiliser, et le soutien aux entreprises industrielles, je viens d'évoquer les chiffres. On a donc pour chacun de ces volets 2 niveaux. D'abord un niveau de sensibilisation et le deuxième niveau, c'est un niveau d'accompagnement. Donc, par exemple, sur la transition numérique, on doit sensibiliser 200 000 entreprises
et on doit, sur le plan national, en accompagner 15 000. Ce sont des missions qui sont plus lourdes et qui rentrent tout à fait dans notre dispositif, dans notre attribution, notre responsabilité en qualité d'établissement public. À ceci s'ajoutent des dispositifs qui sont des dispositifs régionaux. Chaque région a adapté, en fonction de son secteur géographique, un certain nombre de dispositions. Il y en a un notamment qui existe dans la région Île-de-France, c'est Solutions, qui est un dispositif financé par la région et par des fonds européens, et qui a pour objet de sécuriser la reprise des entreprises et de préparer les conditions de leur relance. Il y a 3000 entreprises qui ont manifesté leur intérêt à cet égard, et notre rôle, c'est d'aller devant ces entreprises, de les identifier et de leur dire d'abord, voilà ce qui existe aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de fiches qui décrivent tout ce qui existe. Et ensuite, le deuxième volet, c'est de détacher à des conseillers de la Chambre de commerce pour aller discuter avec les responsables de l'entreprise, pour affiner les besoins et construire avec ces entreprises un plan de relance personnalisé. Voilà ce qu'on essaie de faire dans le cadre de notre mission pour être à la fois aussi efficace et aussi proche que possible des entreprises qui sont de notre ressort. Voilà, dans l'espace des 20 minutes qui m'ont été généreusement octroyées, ce qu'on peut dire en synthèse de l'action que nous essayons de mener, l'une des actions que nous menons, indépendamment de ce que nous faisons dans nos autres missions et notamment dans l'enseignement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Kling, de votre intervention positive, enthousiaste. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué de quelqu'un nous le dit. Hein. Donc, Frédéric Tatou, qui a dû s'absenter, aurait voulu vous poser une question, mais vous avez déjà répondu en partie. Donc, il vous dit merci en tout cas pour ce message d'optimisme. Et il fait part de donc, comment vous entrevoyez la capacité de l'État ou des acteurs à coordonner de manière efficace le plan de relance sur les secteurs et les acteurs clés, notamment l'équilibrage avec les mesures macro comme des compensations. Donc, je sais que vous avez commencé à répondre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette question? J'aurais une deuxième question, si vous voulez. Tout est affaire de confiance. Donc, c'était par rapport à… Vous nous avez fait part que votre objectif était que la machine, l'outil, ne soit pas rouillé, hein, pour pouvoir partir plus vite et remettre un petit peu d'huile s'il faut, mais que ça ne soit pas cassé. Il dit tout est affaire de confiance, en effet. Et les chaînes de valeur internationales sont désynchronisées. Ça mettra, donc lui, il est un peu moins optimiste que vous, ça mettra beaucoup plus de temps pour se reconstruire. Alors, on sait tout l'enjeu, les économistes, de la crédibilité des politiques et des retards de Rostov. On le sait bien, tout ça entre le moment où on analyse, on met en place et la crédibilité. Et moi, je vais vous en poser aussi une troisième, et puis après, je vous laisserai la parole. Comment voyez-vous donc l'activité de tourisme d'affaires en Île-de-France, qui est une partie importante qui explique les 85-90, mais le delta qui manque jusqu'au 100% en partie. Voilà, je vous donne la parole. Bien, sur le premier point, honnêtement, j'ai été surpris en bien par la capacité de l'État à mobiliser rapidement des moyens significatifs. C'était le message qu'on avait passé en disant, dès le mois de mars, il va falloir, on est parti sur une période dont on ne peut pas mesurer l'étendue, mais il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour préserver l'outil de production. Il y a eu des dispositifs que j'ai cités rapidement tout à l'heure, plus d'autres accessoires, mais les dispositifs essentiels ont été déployés très rapidement pour des montants qui sont des montants conséquents, me semble-t-il. Et ce qui m'a frappé, c'est le souci de l'État d'assurer à la fois une coordination de l'ensemble des acteurs. Et donc, quand je parle des réunions, par exemple, toutes les semaines avec le préfet de région, oui, c'est les services de l'État qui sont réunis autour de lui, mais c'est aussi les acteurs économiques. Et donc, le conseil régional est très présent en raison de ses responsabilités en matière de développement économique. Et ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, sur les PGE, les prêts garantis par l'État, distribués par le réseau bancaire avec la garantie de l'État à hauteur de 90%, on a vu dès le départ quelques dysfonctionnements. Les dossiers qui étaient demandés aux entreprises pour bénéficier de ces prêts, par exemple, étaient montés par nos amis banquiers comme des dossiers de demande de prêt. Et donc, on demandait dans ces dossiers, est-ce que vous pouvez me fournir un compte d'exploitation prévisionnel sur les 3 ans? Et la réponse des entreprises, petites, grandes ou moyennes, était de dire, on n'a aucune idée, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on a fait remonter très rapidement l'information.
pour dire il faut alléger les dossiers, ce n'est pas le sujet, et si vous présentez les dossiers sous cette forme, vous n'aurez jamais satisfaction. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, d'après les chiffres dont on dispose, 95% des demandes ont été satisfaites. 95%. Les 5%, ça correspond généralement à des entreprises qui avaient déjà des difficultés préalablement, sur lesquelles les banques ont dit on peut vous accorder un prêt, mais ça vous permettra de traverser 3 mois. Mais de toute façon, les problèmes que vous aviez, qui sont les problèmes de positionnement, les problèmes de produits, de toute façon, vous les retrouverez à la sortie et ce n'est pas une bonne chose. Le remède, il est sans doute ailleurs. Donc, ceci a bien fonctionné dans les deux sens. Alors après ça, il y a le problème des contreparties. Je ne sais pas ce qu'on envisage dans celui qui a posé la question, celui ou celle qui a posé la question sur les contreparties. J'entends l'environnement politique qui dit mais on met 100 milliards sur la table à destination des entreprises. Quelles sont les contreparties, les engagements pris par les entreprises en échange? Je voudrais rappeler que sur ce deuxième volet du plan imaginé par les pouvoirs publics, les 100 milliards, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas un cadeau qui est fait aux entreprises. Si vous regardez les chiffres que vous avez sur la crise que nous traversons, la production a baissé, elle baissera sur l'année, un pourcentage qui reste à définir, qui sera inférieur à 10%. Mais les revenus des particuliers n'ont pas baissé de 10%. Ça veut bien dire que cet argent, il est utilisé par exemple au travers du chômage partiel pour permettre aux entreprises d'alléger le compte d'exploitation, mais c'est bien de l'argent qui a permis aux citoyennes et aux citoyens d'avoir un revenu aussi proche de celui qu'il ou elle aurait perçu en situation normale. Sauf erreur de ma part, les chiffres macroéconomiques disent il y a une baisse qui sera sans doute inférieure à 10%, mais c'est un chiffre très significatif, donc c'est une crise profonde, mais les revenus des ménages eux-mêmes n'auront baissé pour l'année, d'après les chiffres que j'ai vus, que de 0,3% selon la trajectoire qui était imaginée. Donc la contrepartie, elle est là. Ça a permis, et c'est sans doute une des caractéristiques du plan qui a été imaginé par les pouvoirs publics. On ne retrouve pas cette même répartition dans les autres États. On est sans doute l'État qui a accompli le plus grand effort de ce point de vue, soutenir les entreprises pour leur permettre de continuer à verser une grande partie des rémunérations auprès des salariés, des collaborateurs. Les trous dans la raquette, ce sont notamment les travailleurs indépendants, par exemple. Là, c'est le fonds de solidarité qui vient. On a bien vu les chiffres. On nous dit si vous avez une baisse de 90% par rapport à l'année précédente, et progressivement, on a fait remonter un certain nombre d'informations qui sont telles que ce ratio est descendu 80, 70, on est maintenant à 50%. Donc, c'est là qu'il y a eu une réaction qui a été très rapide de la part des dispositifs gouvernementaux. Et on a ensuite le volet régional. Si tout ceci est un peu compliqué pour une entreprise, et c'est naturellement compliqué parce que la vie est compliquée, bien c'est justement le rôle de la Chambre de commerce que d'être auprès des entreprises, d'expliquer et de dire à chacune et à chacun, voilà ce à quoi vous pouvez prétendre. Deuxième question, ces plans qui sont mis en place ont des impacts financiers considérables. Ça se traduit nécessairement par un endettement, un accroissement de l'endettement. Et la question que certains posent, c'est à propos, comment va-t-on rembourser et qui va payer à la sortie? Je serais tenté de dire que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre autant d'argent que nécessaire. Et je serais très inquiet s'il y avait un endettement important, qu'il soit un endettement purement français. Parce que ça veut dire qu'on aurait par rapport au concert des nations une situation qui serait profondément dégradée. Et donc, on aurait des conséquences à en tirer. Dès lors que tous les États, en tout cas les grands États de la planète, se trouvent face à la même situation et ont apporté les mêmes solutions, c'est vrai de la zone asiatique, c'est vrai de la zone américaine, c'est vrai de la zone européenne. On sera tous considérablement endettés. Et dès lors qu'on est tous endettés, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de parité qui se pose. Et donc l'endettement n'est plus un vrai sujet. On verra demain, c'est plus un problème, me semble-t-il. Il y a la création monétaire qui a permis de suppléer dans un premier temps. Et donc on peut annuler telle ou telle dette si on le fait dans des proportions équivalentes auprès de chacun, il n'y a plus de sujet, il n'y a pas de problème. Ce qui est d'ailleurs frappant dans la situation qu'on vit, c'est que la crise précédente a été résolue notamment par des injections importantes de liquidités. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est disponible d'ores et déjà sur la planète. On en rajoute, évidemment. Mais, encore une fois, je ne suis pas économiste, mais j'ai cru comprendre que quand il y avait beaucoup d'argent et que la production de biens ne suivait pas le même rythme de progression, ça se traduisait normalement par une régulation monétaire.
qu'il y avait un sujet. Or, assez curieusement, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Au contraire, les banques centrales se demandent comment relancer un peu d'inflation parce qu'on a besoin d'un minimum et il n'y a pas d'inflation aujourd'hui. Donc, il y a, par contre, pour les économistes, une véritable interrogation qui est de dire, tiens, il n'y a pas la réaction normale des mécanismes, ceux auxquels on est habitué dans une période normale, d'après les enseignements du passé. Je ne doute pas que la science économique trouvera le moyen d'exercer son talent et d'approfondir la réflexion dans ce domaine. Allez-y, je vous en prie. La troisième question, c'est sur le tourisme d'affaires. Et il y a deux volets à la réponse. Il y a le tourisme globalement, on a tous envie de voyager. Et donc, dès lors qu'on retrouvera les moyens de transport, on voyagera. Pour le tourisme d'affaires, il y a une question particulière qui est la suivante. On a constaté dans cette crise que les outils, comme celui qu'on utilise ce soir, ont bien fonctionné dans l'ensemble. Ces outils ont parfaitement marché. Et dès lors que ces outils ont bien fonctionné, la question qui se pose, c'est est-ce que demain, ces outils ne vont pas se substituer totalement ou partiellement aux déplacements auxquels on procède? Ce soir, on aurait pu avoir une réunion dans un amphithéâtre. On a cette forme. Je devais aller, le week-end dernier, sur mon agenda, était inscrit un déplacement à Taipei pour un conseil d'administration, le board des World Trade Center, qui regroupe des acteurs de la planète, et on se retrouve, là c'était à Taipei, la fois d'avant, c'est une fois par trimestre, c'est au Mexique, etc. On se pose nécessairement la question, est-ce que ça vaut la peine? Moi, si j'allais à Taipei, honnêtement, j'y allais, c'était pour un board d'une journée. C'était un aller-retour. Éventuellement, je passais une demi-journée de plus sur place, mais c'était très rapide. Et nécessairement, ces voyages d'affaires, ce sont des voyages à grande contribution pour les compagnies d'aviation. Il est évident que ce genre de tourisme va évoluer et que globalement, entre nous, on disait, notre conseil d'administration, on l'a fait par les outils technologiques, et on dirait, mais pour autant, il faudra peut-être qu'on se retrouve au moins une fois par an, parce qu'on n'a pas le même contact par l'outil que par la présence physique. C'est exactement le même problème que pour le télétravail. On développe le télétravail. On a un sujet simple. Escalité, je participe au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Les transports publics en Île-de-France, c'est la plus forte densité européenne. C'est 5 millions de personnes, normalement, qui, tous les jours, se transportent. Aujourd'hui, on est à peu près 60% de la capacité. Autrement dit, on a 100% des moyens de transport qui sont disponibles. Il n'y a que 60% des clients. Et donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut continuer à investir pour poursuivre les travaux du Grand Paris, pour acheter des wagons et des autobus? Est-ce que demain, on va rester chez nous avec nos outils technologiques et dans quelle proportion? On voit bien qu'il y a des problèmes sur le logement et les bureaux. Quels sont les projets dans les 10 ans? Parce que ça prend 10 ans. Et on voit bien qu'on a des interrogations dans les entreprises. Oui, le télétravail, c'est assez commode. Oui, ça permet d'éviter les temps de transport. Et en même temps, si tous les collaborateurs sont en télétravail toute la semaine, j'ai plus de culture d'entreprise et j'ai moins la possibilité de frotter les cerveaux. Que vaut Paris-Saclay? L'intérêt de Paris-Saclay, c'est bien d'avoir en même temps, sur le même domaine, avec la possibilité de se côtoyer, des chercheurs et des entreprises et des universités, que tout ce petit monde puisse prendre un café ensemble, puisse bavarder. On a le même problème et la même interrogation dans nos écoles. Par exemple, puisque je parlais du plateau de Saclay, on va être conduit à rénover totalement le campus de Georges Josas pour HEC. Est-ce qu'on doit encore construire des amphithéâtres? Voilà, c'est le type de problème qui se pose aujourd'hui et sur lesquels je n'ai pas de solution. Si j'avais une solution aujourd'hui, ce serait trop facile. En tout cas, ce sont des voies qui s'ouvrent à nous. Je ne sais pas exactement quel sera le point d'atterrissage demain, mais il y a certaines activités, certains comportements, certaines manières de travailler qui peuvent se trouver modifiées. Ça veut dire qu'une crise, en fait, elle a pour effet, je ne sais pas quelle... J'entends de temps en temps dire que le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant. On le dit régulièrement tous les 10 ans. Par contre, je pense qu'une crise comme celle que nous traversons a pour conséquence d'accélérer certaines évolutions qui étaient déjà en germe. Donc, on avait déjà ces outils, on les utilisait de manière assez marginale. Bien maintenant, oui, sans doute, ce sera plus fréquent dans l'usage qu'on pourra en faire. Merci,
Kling. Alors, je vais laisser la parole à Hubert Lévy-Lambert, qui est le fondateur de X-Sursaut et président d'honneur d'X-Sursaut. Et avant, je vais lire une autre question aussi de Bertrand Lépinois, qui dit que pour lui, l'absence d'inflation reflète le manque de consommation. Donc, les capacités de production sont loin d'être saturées. Les injonctions des banques centrales profitent à une surépargne globale très importante. Et il faut savoir aussi que cette absence d'inflation aussi, c'est parce qu'on est dans un monde aussi où il y a beaucoup de prix forts sur pas mal de choses, l'immobilier et autres. On était déjà dans des bulles. C'était l'escalade, donc ça peut être aussi une explication. Et moi, un petit aparté sur l'humain qui est important pour moi. Aujourd'hui, si on arrive à être parti entre la première vague et la deuxième vague, c'est qu'on on a repris le business tout de suite. Et c'est parce qu'il y avait du business qui avait été fait avant. Et donc, l'humain est primordial. On va vers de la dématérialisation, mais l'humain est aussi à trouver au cœur. Il y a un arbitrage à faire et on n'aura pas de business demain si on ne se voit pas physiquement. J'ai apprécié énormément votre intervention sur l'étranger. En effet, là, il y a des choses à revoir sur les négociations. Donc, vous avez donc la deuxième question donc, de Bertrand que je vous ai indiquée et je vais laisser la parole à Hubert Lévy-Lambert. Merci. Et je reviendrai volontiers sur la surépargne aussi. J'en dirai un mot peut-être si vous voulez bien. Oui, aussi. Oui, il y a beaucoup. Voilà. J'attends la question. Qui est importante parce que les gens, il y en a qui disent voilà, les personnes n'ont rien. Mais à la fois, on a 35% d'épargne forcée chez certaines classes sociales. Et c'est la répartition qui n'est pas forcément faite correctement. Bonjour, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Bonjour, Monsieur le Président. Je suis un de vos assujettis en tant que chef d'entreprise dans l'immobilier. Je suis aussi un de vos assujettis en tant qu'ancien HEC, parce que j'ai fait le CPA il y a quelques années, après l'X. Je voudrais d'abord vous dire que je ne partage pas malheureusement votre optimisme quant aux effets de notre endettement, car nous sommes plutôt plus proches de l'Argentine que de l'Allemagne en matière d'endettement. Il y a 15 ans, nous avions un ministre des Finances de grande qualité qui s'appelait Thierry Breton, qui avait confié à un banquier de grande qualité qui s'appelait Michel Pembrou un rapport sur l'endettement. Et ce rapport, malheureusement, a été mis dans les étagères et depuis lors, notre endettement a fortement augmenté. Mais je voudrais vous parler de votre propre problème à vous, Chambre de commerce, et savoir un peu comment est-ce que vous équilibrez vos comptes. En tant qu'ancien HEC, je crois savoir que vous êtes en train de serrer la vis aux subventions que vous donnez à notre école. Et je vois que vous êtes derrière une magnifique boiserie, qui est sans doute celle de l'hôtel Potocki, qui est un magnifique hôtel particulier. Qu'est-ce que vous faites dans cet hôtel? Qu'attendez-vous pour le vendre et vous installer dans des locaux moins coûteux et plus fonctionnels? Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre à ces deux questions. D'abord, si vous m'autorisez, sur la question sur la surépargne. Effectivement, il y a une épargne qui dépasse tous les ratios habituels. Déjà que la France est un pays d'épargne importante. Particulièrement en ce moment, on a des ratios qui sont tout à fait excessifs. Mais vous avez vu que dans le plan de relance, il y a notamment un dispositif qui a été imaginé, qui est plutôt intéressant, qui vise à utiliser une partie de cette épargne pour renforcer les fonds propres des entreprises par le biais de ce qu'on appelle les prêts participatifs. Il y a un problème qui se pose pour un certain nombre d'entreprises, c'est qu'elles ont bénéficié assez largement des prêts garantis pour l'État, mais un prêt, c'est un montant qu'il va falloir rembourser un jour. Et donc la question qui se pose, c'est comment peut-on rembourser cet argent? Les prêts participatifs sont susceptibles d'apporter un élément de réponse parce que c'est une catégorie particulière de titres qui est assimilée aux capitaux propres sans être pour autant des capitaux propres. Autrement dit, le chef d'entreprise ne partage pas avec un tiers le capital de l'entreprise. Mais il a un titre qu'il devra rembourser, mais il y a une très long terme. Il a la maîtrise de la date à laquelle il remboursera et la rémunération est fonction d'un certain nombre de critères qui sont déconnectés des critères macroéconomiques et qui sont propres à l'entreprise elle-même. Donc, ce sont des titres hybrides de ce point de vue qui peuvent être utilisés pour précisément renforcer les capitaux de l'entreprise. Donc, c'est tout à fait opportun et ça permettra sans doute d'utiliser de manière intelligente une partie de cette surépargne.
Deuxième question peut-être, alors, deux éléments de réponse. Un, vous avez évoqué, et vous ne partagez pas mon optimisme sur la reprise économique et vous êtes inquiet, je comprends, par l'endettement français. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a tout de même, à l'occasion de cette crise, des évolutions qui sont intervenues, qui sont très intéressantes. D'abord, l'Allemagne, habituée à avoir des budgets excédentaires, a accepté, dans les circonstances que nous connaissons, d'une part, de modifier sa philosophie de ce point de vue par un plan de relance qui est massif et qui se traduit par un déficit, et d'autre part, il y a eu plus encore une évolution européenne acceptée par l'ensemble des partenaires européens avec l'émission d'emprunts dans des conditions telles qu'il y ait une véritable solidarité européenne qui a été reconnue dans ce cadre. C'est un élément qui avait déjà été évoqué dans le passé, qui a été rejeté. Et devant l'importance de la crise, il y a ce pas décisif qui a été reconnu, accompli, de sorte qu'il y a une solidarité européenne et c'est un élément de plus, une brique significative, me semble-t-il, dans la construction européenne, même si les citoyennes et les citoyens du continent n'ont pas perçu l'importance de cette évolution. Il reste la dernière question peut-être sur la Chambre de commerce et ses relations intimes avec ces écoles et notamment avec HEC. Deux éléments de réponse. D'abord, c'est vrai que les pouvoirs publics, pas les pouvoirs publics actuels spécialement, c'est un vieux mouvement initié il y a 10 ans, ont considéré qu'il fallait réduire les ressources allouées aux chambres de commerce, dont acte. Je peux n'être pas d'accord, mais dont acte, et c'est le Parlement qui en décide. Je rappelle simplement que le Parlement en a décidé, mais qu'à l'occasion de la loi de finances rectificative numéro 3 et du projet de loi de finances pour 2021, le Parlement n'a pas accepté la proposition développée et présentée dans le projet par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et il y a eu des amendements parlementaires qui ont été adoptés en commission des finances puis en session plénière pour mettre un terme à la baisse des ressources allouées aux chambres de commerce. Pour autant, les montants sont impressionnants en ce qui concerne le recul et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de modifier notre stratégie en ce qui concerne l'ensemble des écoles, dont l'école HEC. Pour parler d'HEC, les trois grandes écoles, HEC, ESSEC et ESCP, étaient exactement traitées de la même manière. Elles bénéficiaient chaque année de subventions d'équilibre pour leur compte d'exploitation qui étaient pour chacune de 10 millions d'euros, donc 30 millions au total. Devant, d'une part, la réduction de notre ressource fiscale et d'autre part, l'argumentation présentée par le ministre, à tort ou à raison, consistant à dire « vous êtes sur un marché concurrentiel ». Et donc, si vous mettez de l'argent public dans une activité concurrentielle, vous faussez la concurrence. Et donc, je vous demande de ne plus mettre d'argent. Je pense qu'il a tort de poursuivre ce raisonnement. Et d'ailleurs, je lui ai dit, si vous poursuivez ce raisonnement, il faudrait l'élargir à l'ensemble des écoles qui ne sont pas uniquement des écoles de management, mais qui sont aussi des écoles d'ingénieurs, par exemple, qui bénéficient largement Polytechnique, Centrale, mais dans le management, Sciences Po, sort de Sciences Po, il y a des subsides publics. Donc j'ai dit, je ne comprends pas ce raisonnement qui est appliqué uniquement pour nous et pas les autres. Mais j'en prends acte, On a fixé un objectif pour HEC, par exemple, qui est de dire à son directeur général, Peter Todd, vous avez 3 ans pour retrouver l'équilibre d'exploitation. C'est possible. Je ne vous demande pas de dégager des résultats positifs. Je vous demande simplement de retrouver l'équilibre d'exploitation. Et c'est possible. Je crois qu'on ira difficilement au-delà. D'ailleurs, si j'observe les concurrents d'HEC, Harvard, par exemple, ne dégage pas de rentabilité. Et pourquoi ces écoles ne dégagent pas de rentabilité? C'est parce qu'elles doivent recruter sur un marché mondial des professeurs très performants qui font de la recherche, mais qui coûtent nécessairement très cher. Et donc, c'est difficile de trouver l'équilibre. Donc, l'objectif de trouver une rentabilité, l'objectif, c'est l'équilibre. Il reste ensuite à trouver la capacité de financement des investissements dont ces écoles ont besoin, dont HEC. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France a élaboré une stratégie qui remonte à décembre 2017 très exactement, qui se développe progressivement et qui va trouver son aboutissement en janvier 2021, qui consiste à doter chacune de nos écoles, comme on l'a fait pour HEC il y a 3 ans, d'une structure juridique dont le capital est ouvert
à hauteur d'un maximum de 30%. Ce qui veut dire clairement que c'est la Chambre qui reste majoritaire, c'est dans la loi, il n'est pas question de modifier la loi, que des tiers peuvent rentrer dans le capital, dont la Fondation, sans jamais dépasser le ratio de 30%, et que s'il y a des excédents demain, ils ne pourront pas être distribués sous forme de dividendes, mais ils doivent servir au financement des investissements. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, mais c'est sans doute lié à la qualité de la marque HEC et à la réputation d'excellence qui convient, il y a des actionnaires et des acteurs privés qui sont très intéressés et un certain nombre d'entre eux sont venus, je reçois beaucoup de visiteurs du soir, ils m'ont dit on veut mettre de l'argent en HEC et je leur ai dit vous savez vous n'aurez jamais de dividendes, certains sont repartis, c'est qu'ils ne convenaient pas à notre modèle, d'autres ont dit mais ce n'est pas un problème, j'ai envie de participer au développement de cette école dont j'admire les performances. C'est ça que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour HEC, mais on le fait pour l'ensemble de nos écoles. Il reste la question que vous avez évoquée de l'hôtel Potocki. Je suis désolé de vous le dire, je ne suis pas à l'hôtel Potocki. Je suis dans mon bureau privé, personnel. Il se trouve que je suis à Bioche, pas très loin de l'hôtel Potocki. J'ai un très beau bureau à l'hôtel Potocki. Je ne suis pas à l'hôtel Potocki. Je suis dans mon bureau privé. Simplement, j'ai demandé, comme je le fais toujours lorsqu'il y a des manifestations de cette nature qui intéressent une sphère propre à la Chambre de commerce, que l'écran de télévision qui est derrière moi contienne une petite clé USB qui reproduit le sigle de la Chambre de commerce. Donc, je ne suis pas à l'hôtel Potocki. Il reste pour l'hôtel Potocki, qui est un très bel hôtel particulier, il reste la question de savoir comment on peut mieux le valoriser. Je vais être honnête, on s'est posé la question, et si on vendait l'hôtel Potocki demain? Bien sûr qu'on s'est posé la question. Très bel hôtel Potocki, qu'est-ce qui se passerait si je le vendais demain? Si vous imaginez que l'argent irait à HEC, je pense que vous vous trompez. Pour une raison simple, c'est que je fais confiance à l'imagination de l'État pour retrouver, comme il l'a fait il n'y a pas très longtemps, un prélèvement exceptionnel sur les ressources des chambres. J'ai fait un plus gros chèque de ma vie il y a 2 ans, chèque de 150 millions pour le Trésor public, prélèvement sur ce qui était appelé publiquement les réserves des chambres. Et sitôt que j'aurai encaissé le produit de la vente, il sera évidemment prélevé pour aller dans le puits sans fin du Trésor public et HEC et les autres écoles ne pourront en bénéficier. C'est la raison pour laquelle, je vous le confirme, nous avons bien l'intention de garder l'hôtel Potocki, qui est la maison des entreprises. Simplement, nous allons essayer de mieux le valoriser pour qu'il serve davantage la cause des entreprises et qu'il puisse générer davantage de revenus de manière à ce que nous puissions irriguer l'ensemble de nos actions et notamment participer de manière plus active au financement des investissements dont certaines de nos écoles ont le plus grand besoin. Merci, Monsieur Klich. Je vous remercie vivement pour vos propos complets, clairs et transparents. On reconnaît aussi parfois l'homme de chiffres. Si vous souhaitez conclure pendant 2-3 minutes, je vous laisse la parole et puis après, on rendra l'antenne, comme on dit. Voilà, si vous voulez souhaiter conclure. Bien, écoutez, très, très volontiers, puisqu'on parlait notamment d'une école de management, j'ai fixé un objectif à chacune de ces écoles en disant, d'après vous, que sera une école de management dans 10 ou dans 20 ans? Et donc, quelle est la stratégie qu'on doit déployer à cette occasion? Je suis frappé que les trois m'ont rendu des copies qui sont assez proches, qui sont très riches, très denses, mais qui sont assez proches, qui consistent à dire une école de management dans 10 ou 15 ans. C'est sans doute pas une école dans laquelle on apprendra uniquement le commerce, le marketing, la finance, les RH, le management. C'est sans doute une école dans laquelle on aura besoin d'être plus proche du chiffre. Et donc, vous voyez clairement qu'il y a un rapprochement possible entre HEC et Polytechnique. On aura sans doute besoin aussi de quelque chose qui s'apparente au pôle santé par l'intelligence artificielle. On n'en est pas très loin. Donc, en tout cas, il y a une évolution qui explique qu'il y a une proximité naturelle indépendamment du plateau de Saclay. Nous sommes à l'extrémité du plateau de Saclay. On s'est même posé la question, pour être honnête, de savoir si on n'allait pas déménager, abandonner le campus de Jouy pour venir à proximité du campus de Polytechnique. Finalement, il y a un nombre d'obstacles qui se sont présentés, mais ce n'est pas très grave. À l'époque des voitures autonomes, on peut imaginer des relations intimes, parce que même si on peut converser à distance, c'est quand même mieux si on peut prendre une voiture autonome et se retrouver pour boire un café et bavarder ensemble. Je pense que c'est une évolution qui permet de conjuguer les talents et permettre à chacune de ces écoles de trouver la voie de l'excellence. J'observe d'ailleurs
que nous avons quitté ensemble l'Université de Paris-Saclay parce qu'elle ne correspondait pas exactement à notre modèle, mais parce qu'en nous retrouvant dans une structure ad hoc, nous pouvons à la fois préserver l'autonomie, la richesse de chaque école et en même temps conjuguer ses talents pour continuer à former les hommes et les femmes dont les entreprises ont besoin. Je vous remercie, Monsieur Kling. En tout cas, je vous remercie aussi pour votre sourire, votre optimisme, qui soit trop ou pas pour certains. Pour moi, il nie trop parce que de toute façon, il est réaliste. Donc, si on n'a pas l'optimisme, on pourra faire de grandes choses du moment qu'il est réaliste. Il ne faut pas être utopique. Et je n'ai pas eu l'impression d'avoir ces propos-là. En tout cas, j'espère que ça sera le même avis des gens qui vous ont écouté et vous écouteront aussi. Donc, justement, je vous remercie. Et la vidéo du webinaire sera bientôt disponible. D'ici moins d'une journée. Notre prochain webinaire, notre prochain invité sera Anaïs Voy-Gilis, qui est docteur en géographie. Donc, nous sommes partis sur un autre registre qui nous parlera de son livre Vers la Renaissance industrielle, voilà, qui sera le 26 octobre à 18 h. Et je vous remercie tous et vous souhaite tous une bonne soirée. Et merci encore aux fidèles et après à tous ceux qui vont nous écouter aussi. Merci, Monsieur Kling. À très bientôt. Merci infiniment. Très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.